Bonjour, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est enfin la sortie du deuxième point culture intégral culte et on peut dire qu'il se sera fait désirer. Si je vous dis Versailles no Bala ou La Rose de Versailles, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Et si je vous dis... Là, ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs. En effet, La Rose de Versailles est plus connue chez nous sous le nom de son adaptation animée, Lady Oscar. C'est une œuvre majeure de la mangaka Ikeda Ryoko, et on peut dire que c'est une œuvre qui a redéfini les genres du shoujo et lui a redonné ses lettres de noblesse, un genre qui était alors bien plus mésestimé qu'il ne l'est actuellement. Nous avons d'ailleurs fêté les 50 ans du manga l'an dernier, et il y aura de la nouveauté à cette occasion, mais je vous en reparlerai plus tard. C'est parti pour le deuxième point culture intégral culte sur La Rose de Versailles. Dans cette œuvre, nous allons suivre le destin croisé de trois personnages, tous nés la même année en 1755. Oscar François de Jargeil, sixième fille et cadette du général François-Augustin Régnier de Jargeil, qui, désespéré de ne pas avoir de fils pour héritier, décida de donner un nom masculin à sa fille et de l'élever et de l'éduquer comme un homme. La famille de Jargeil étant depuis des années au service de la couronne de France et fidèle au royaume. Ensuite nous avons Hans Axel von Felsen, fils d'un sénateur issu de la grande noblesse suédoise et qui sera au cœur de l'agitation dans les événements à venir. Enfin nous avons Marie-Antoinette Jeanne de Lorraine, archiduchesse et 9e fille de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse, qui, vous l'aurez deviné, sera plus tard connue sous le nom de Marie-Antoinette, reine de France. C'est à l'âge de 14 ans que Marie-Antoinette quitte l'Autriche pour rejoindre son futur mari, Louis-Auguste de France, l'actuel dauphin du royaume de France. C'est lors de ce voyage qu'elle fera la connaissance d'Oscar François, alors capitaine de la garde royale, qui aura pour mission de veiller sur la dauphine de France. Et on peut dire que son arrivée ne sera pas de tout repos pour Oscar. En effet, Marie-Antoinette va très rapidement entrer en conflit avec Jeanne du Barry, favorite du roi Louis XV, qui répond à ses moindres caprices. C'est elle qui faisait la pluie et le beau temps à la cour de Versailles avant l'arrivée de Marie-Antoinette, mais c'est surtout à cause du passé de la du Barry qu'elle va entrer en conflit avec cette dernière. À cette époque, à la cour de Versailles, il est de coutume de ne pas pouvoir adresser la parole à quelqu'un de plus haut rang que soi avant que cette personne n'ait initié la conversation. Marie-Antoinette étant la dauphine de France, c'est actuellement la dame de plus haut rang à la cour de Versailles, la reine s'étant éteinte 2 ans plus tôt. Seulement, le passé de Jeanne du Barry, qui est née roturière, qui a été la maîtresse de plusieurs hommes jusqu'à épouser un comte pour devenir duchesse, accéder à Versailles et devenir la maîtresse du roi, n'est pas du tout au goût de Marie-Antoinette qui va tout simplement l'ignorer et entrer en conflit avec elle. Nous allons rencontrer des personnages comme Maximilien de Robespierre, encore jeune avocat d'Arras et futur député du tiers-état, Jacques Necker qui sera plusieurs fois ministre des Finances, Yolande Martine Gabrielle de Polignac, confidente et plus proche amie de la reine Marie-Antoinette qui fera tout pour obtenir le plus de faveurs possible. Tous ces personnages et bien plus encore qui ont fait partie de l'histoire de France et qui sont dépeints ici. Bien évidemment, c'est une œuvre de fiction, donc certains détails ne sont pas fidèles à la réalité historique, et certains personnages ont été créés de toutes pièces, comme Oscar François de Jargeil. Certains détails l'ont été aussi pour des raisons purement techniques. En effet, le manga est sorti en 1972. À cette époque, avoir accès de la documentation était bien plus compliqué qu'actuellement, surtout lorsqu'il s'agit de la période historique d'un autre pays. Ne l'ayant pas eu à temps, Ikeda Ryoko a basé sa tenue des gardes françaises plutôt sur celle des gardes royaux, et n'a pas pu le modifier. Quant à Oscar, sa tenue est plutôt de type napoléonienne du 19e siècle, cela pour un côté esthétique. Cependant, ces recherches ont permis de rendre le scénario le plus cohérent possible avec la réalité historique. Il nous permet de nous apprendre ou de nous rappeler certains événements qu'on aurait pu oublier. Je pense notamment à l'affaire du collier, qui est un moment fort dans le scénario et qui a également fortement joué dans la popularité de Marie-Antoinette auprès du peuple français. Parmi les trois protagonistes dont on va suivre l'évolution, c'est celle d'Oscar qui sera la plus mise en avant. En effet, en plus de sa relation complexe qui l'unit avec Marie-Antoinette et Hans Axel von Felsen, elle fera chérir le cœur de nombreuses personnes, aussi bien du côté de la gente masculine que féminine. Ceux qui connaissent l'œuvre se rappelleront forcément la relation en apparence simple avec André, son serviteur et meilleur ami depuis ses 8 ans, qui va amener Oscar à reconsidérer sa position et la situation de la France, notamment le traitement différent entre les nobles et le peuple. André faisant partie du peuple, sa présence et son intérêt grandissant pour les thématiques, voulant prouver que le peuple et les nobles sont égaux et devraient être traités de la même façon, notamment pour les mariages. À cette époque, un noble ne pouvant épouser qu'avec l'aval du roi et un roturier ne pouvant pas se marier avec un noble, va petit à petit modifier le jugement d'Oscar vis-à-vis des actions du peuple et de leurs conséquences. Il faut dire que depuis sa plus tendre enfance, Oscar François a été élevé par une famille d'ultra-royalistes qui protège la famille royale depuis des générations. Alors, prendre parti pour le peuple plutôt que pour la couronne, même sur les sujets les plus simples, c'est pas une évidence pour elle. Si cette œuvre sortait aujourd'hui, je suis sûr que certains la critiqueraient sur son aspect pro-féministe, avec une femme forte pouvant rivaliser avec presque tout le monde. Ces mêmes personnes qui, bien évidemment, n'auraient jamais lu ou vu l'œuvre. Alors oui, Oscar est une femme forte et élevée comme un homme, mais ce n'est nullement de son fait.
Elle subit le choix de son père de l'éduquer comme un garçon pour en faire son héritier, mais pour elle c'est normal. Elle a toujours vécu comme ça et ne se voit pas autrement. Cette dualité homme-femme sera d'ailleurs un des points majeurs du développement du personnage d'Oscar, lorsqu'elle se rendra compte que son destin aurait pu être tout autre si son père n'avait pas choisi cette voie pour elle. Et même si dans les gardes royales, Oscar est respecté par ses pairs, de par sa famille, son expérience au sein des gardes et ses capacités, lorsqu'elle demandera sa mutation pour les gardes françaises qui sont plus proches du peuple, ces derniers refuseront catégoriquement d'être dirigés par une femme, la renvoyant à la fois à sa condition de femme et de noble. Les gardes royales étant composées de nobles et les gardes françaises de gens du peuple et de basse noblesse. Maintenant, je vais vous parler de la parution de l'œuvre, donc je vais plutôt regarder mes fiches. Au Japon, le manga est d'abord sorti dans une édition comportant 14 tomes, les 11 premiers sortis entre novembre 1972 et mai 1974, et les 3 derniers entre juillet 2015 et mars 2018. Je reviendrai plus tard pourquoi cette différenciation. Ensuite, une édition deluxe est sortie en 1977, qui comportait cette fois-ci seulement 10 tomes. Puis une autre édition de luxe, toujours au Japon en 1987, qui comportera 3 tomes uniquement. C'est cette version qui sera traduite pour la France entre le 5 octobre 2002 et le 2 septembre 2005. Il y a ensuite eu 2 nouvelles éditions de luxe au Japon, la Bunko en 1994 et comportant 5 tomes, puis une en 2005 comportant 9 tomes. Et oui, j'ai l'impression que si l'éditeur fait une édition avec le même nombre de tomes qu'une édition précédente, il doit exploser. Pour finir, une édition de luxe propre à la France pour fêter les 40 ans du manga est sortie en 2011. Les 3 premiers tomes sont sortis le 7 janvier 2011 et à titre d'information, c'est cette édition que j'ai. Et attention, si vous lisez cette édition, la préface du premier tome spoil l'événement majeur de la série en voulant détailler une anecdote qu'a eu Ikeda Ryoko avec son éditeur. Donc vous êtes prévenus. En effet, son éditeur voulait qu'après cet événement majeur, la série s'arrête en 10 chapitres, ce qui n'était pas au goût de la mangaka qui a dû batailler pour pouvoir écrire toute son histoire. D'ailleurs, l'histoire s'arrête environ au 4/5e du 2e tome, alors à quoi sert le 3e tome de l'édition de base et le 4e tome de l'édition de luxe, me direz-vous? La fin du tome 2 et le tome 3 nous feront vivre les aventures de Loulou de la Rolancy, la petite nièce d'Oscar qui, telle Sophie, la nièce de l'inspecteur Gadget dans l'œuvre éponyme, fera preuve d'un discernement, d'un esprit scientifique et d'un 6e sens sans faille qui lui permettront de résoudre les enquêtes et les mystères qui se dresseront devant elle et nos protagonistes. Quant au 4e tome de l'édition de luxe, c'est un peu différent. Vous vous souvenez, les tomes 12 à 14 de l'édition de base qui était sortie bien des années après? Eh bien, pour les 40 ans de la série, la mangaka Ikeda Ryoko voulait revenir dans l'univers pour écrire des passages qu'elle n'avait pas pu à l'époque. Ces tomes 12 et 14, et par conséquent le 4e tome de la nouvelle édition de luxe, correspondent à ces nouveaux chapitres. C'est donc un ensemble de scènes qui prennent place dans toute la temporalité de l'œuvre, que ce soit pour apporter des ajouts ou de nouveaux éléments à l'intrigue. Sauf que pour mieux les inclure dans le timeline, ces scènes, certains passages sont repris, ce qui fait que lorsqu'on lit les 4 tomes d'affilée, comme moi, on a une sensation de déjà-vu. Mais étant donné que ce tome s'adresse également pour les lecteurs de la première heure, qui du coup ont commencé la lecture de l'œuvre il y a 40 ans, ce n'est pas un défaut. Et ce tome est un très bel ajout. D'ailleurs, La Rose de Versailles, c'est aussi l'occasion de voir le personnage de Napoléon Bonaparte faire un caméo. Napoléon qui sera au centre de la suite de l'œuvre. Et oui, il y a une suite à La Rose de Versailles. Eiku no Napoleon Heroica, ou Heroic, The Glory of Napoleon, raconte l'histoire de l'Empire napoléonien et va de la Convention thermidorienne jusqu'à la bataille de Waterloo. Cette œuvre verra le retour de certains personnages toujours en vie à la fin de La Rose de Versailles. Elle comporte 12 volumes, mais d'après mes recherches, ça n'a été traduit qu'en italien. Je n'ai aucune idée de pourquoi une traduction française n'a pas vu le jour. Surtout que Napoléon est un des personnages forts de l'histoire de France, et un des personnages historiques français les plus connus de par le monde, si ce n'est plus. C'est un peu comme pour le cas de Berubala Kids ou La Rose de Versailles Kids, qui est une série de 7 tomes qui nous propose des histoires courtes et humoristiques, en 4 cases avec des versions chibi des personnages, qui reprennent les passages de l'histoire et les tournent en ridicule, ou alors des histoires totalement originales. Pourquoi je dis que c'est comme pour la suite de La Rose de Versailles? Eh bien au Japon, le manga est sorti entre le 7 octobre 2006 et le 7 mars 2013. Chez nous, l'éditeur Tonkam annonce pour juillet 2013, lors de la Japan Expo, la sortie du premier tome, et puis plus rien. Le tome n'est pas sorti. Sachant qu'en 2016, l'éditeur Tonkam a fusionné avec Delcourt pour devenir Delcourt Tonkam, je n'ai aucune idée de ce que est devenu ce projet de traduction chez nous. J'ai peu d'espoir que ce projet renaisse de ses cendres, même si pour accompagner les événements qui vont fêter les 50 ans de la série, ça pourrait faire sens. Chez nous, c'est l'éditeur Kana qui s'occupe de la traduction française et pas Delcourt Tonkam, donc on ne sait jamais. Mais pour l'instant, rien n'a été annoncé. Mais avant de vous parler des événements pour les 50 ans de la série, je vais quand même vous parler d'animé. 40 épisodes sortis entre le 10 octobre 1979 et le 3 septembre 1980. Ils retracent les événements majeurs qui vont de la naissance d'Oscar, Marie-Antoinette et Hans Axel von Felsen,
et l'événement majeur qui était spoil dans la préface de la nouvelle édition de luxe. Chez nous, c'est arrivé à partir de 1986 sur Antenne 2, ancêtre de France 2. C'est une adaptation assez fidèle de l'œuvre, qui a des différences qui s'expliquent par le changement de format de ses codes, mais qui aussi parfois ne s'expliquent pas. Pour prendre par exemple le personnage d'Oscar, qui pendant les premiers épisodes, est réticente à l'idée de servir la future reine de France, car elle ne veut pas protéger une femme. Alors que ce n'est suggéré ni dans l'œuvre d'origine, ni dans les histoires annexes sorties des années plus tard. C'est d'ailleurs le contraire, Oscar est très attaché, prend très à cœur son rôle de capitaine au sein de la garde royale. Après, ce ne sont pas des changements drastiques qui modifient complètement le récit. Le plus gros changement correspond à la fin, le dernier épisode couvrant à peu près le dernier tiers du deuxième tome. Passage de Loulou de la Rolancy exclu. À mon avis, ce problème-là, c'est juste un problème d'adaptation. Il avait été décidé à l'avance que ça ferait ce nombre d'épisodes ou que ça se terminerait après cet événement précis, et du coup, l'histoire a dû faire avec. Et je rappelle, l'éditeur voulait que l'histoire du manga s'arrête 10 chapitres après cet événement marquant. Évidemment, ça implique aussi des modifications de l'histoire sur les épisodes précédents pour arriver à une conclusion, ce qui satisfait à la fois l'adaptation et qui respecte le matériau de base. Car oui, même si certains événements ont été modifiés ou oubliés, on sent l'amour du matériau de base derrière. Et bien que datant des années 80, le manga et l'anime se lisent et se regardent encore très bien. Et il est encore caractéristique avec ses freeze frames iconiques, rappelant les peintures pastel ou encore par son propos. J'ai regardé quelques passages de la version française, et contrairement au doublage de Cat Size, celui-là ne m'a pas choqué, je le trouvais même plutôt de bonne qualité. Et j'ai oublié de préciser, l'anime est disponible chez nous sur la plateforme ADN, que ce soit en VSTFR ou en VF. Ce manga est d'ailleurs grandement à l'origine de la fascination des Japonais, et surtout des Japonaises, pour la France. À la suite de sa parution, le nombre d'élèves, majoritairement des filles, à s'être inscrits dans des cours d'apprentissage du français a explosé, et ce manga était souvent donné comme explication pour leur envie d'apprendre la langue. Après, je pense que cette anecdote, que j'ai lue dans les différentes préfaces de la nouvelle édition de luxe, et c'est surtout vrai au moment où le manga est sorti et que son influence n'est pas aussi forte actuellement. Car à la sortie de La Rose de Versailles, c'était un véritable phénomène qui a redéfini les codes du shoujo et lui a donné ses lettres de noblesse à une époque où il était qualifié de sous-genre comparé au shonen. Comme quoi, la mésestimation des shoujo par rapport au shonen ne date pas d'hier. J'ai parlé plusieurs fois d'événements pour fêter les 50 ans de la série, et roulement de tambour, un film d'animation a été annoncé. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, à part un site officiel qui est sorti pour l'occasion et que vous pourrez retrouver en description. En ce qui concerne les autres contenus dérivés de La Rose de Versailles, nous pouvons noter le jeu vidéo Shiritsu Velbara Gakuen Velsai no Bara Re-Imagination, qui est un visual novel parodique en collaboration avec La Rose de Versailles et dont la plupart des personnages sont ouvertement inspirés de l'œuvre. Le jeu est présenté comme se fixant sur l'amour, l'amitié et la jeunesse. Voici son pitch. La merveilleuse académie Vel Lose, une académie adulée de tous. C'est dans cette académie qu'est parvenue notre héroïne Otaku, fan de manga shoujo. Malheureusement, cette dernière a un gros complexe, son prénom. En effet, elle s'appelle Yamada Osukaru, en référence à Oscar du manga La Rose de Versailles, sa mère en étant une fervente fan. Lors de son arrivée, Osukaru assiste à une représentation théâtrale du Club Lumière, mettant en scène une jeune fille aux traits androgynes, une véritable Oscar semblant sortir du manga. Subjugué, Osukaru se sent tomber sous le charme de cet Oscar. Suite à cette rencontre, Osukaru rentre dans le Club Lumière et avec ses nouveaux amis, s'engage dans les différentes activités du club, notamment des concours qu'il faudra remporter. C'est évidemment sorti uniquement au Japon, sur Switch en 2019. Et contrairement aux otome games classiques, les otome games étant les jeux de drague japonais à destination du public féminin, il est possible de faire en sorte que d'autres personnages que l'héroïne se mettent ensemble. Le site internet donnant même un schéma des relations possibles. Et je dois avouer que ça titille ma curiosité, mais à moins de trouver une version qui soit patchée et traduite, je vais devoir bosser mon japonais. Ensuite, une adaptation live de l'œuvre est sortie en 1979 par le réalisateur Jacques Demy. C'est une coproduction franco-japonaise qui dure 2h04 pour un résultat pas très folichon, faut bien l'admettre. Côté point fort, on peut noter que ça a été tourné à Versailles et dans plusieurs régions de France, mais il y a beaucoup de défauts. Par exemple, la mère d'Oscar meurt lors de son accouchement alors qu'elle fait partie de plusieurs intrigues importantes pour l'histoire. Ça ellipse totalement la partie jeunesse d'Oscar que nous retrouvons à ses 20 ans et qui vient d'être nommée à la garde de la reine. Sachant que dans l'œuvre d'origine, Oscar était déjà capitaine de la garde royale à ses 14 ans et s'occupait de la protection de la dauphine de France. Bien que le film dure plus de 2 heures, on sent que le scénario n'a pas le temps. Il enchaîne les intrigues pour les oublier 2 minutes plus tard pour enchaîner sur de nouvelles intrigues. On sent la volonté d'adapter les 1600 pages du manga, mais c'est clairement pas en 2 heures que c'est possible. D'après Wikipédia, le film rencontre un beau succès au Japon. Il sera également vendu aux États-Unis, en Espagne et dans quelques autres pays. En France par contre, les distributeurs trouvent le prix demandé trop cher et ne vont pas du coup accepter. C'était un film de commande et le réalisateur lui-même était insatisfait du film et des exigences des Japonais. Il ne souhaitait pas que le film sorte de son vivant en France, du coup il n'est sorti que 20 ans plus tard.
Il faut dire que le film est sorti au Japon le 3 mars 1979, alors que l'anime n'était même pas sorti, le premier épisode sortant le 10 octobre de la même année. Chez nous, l'anime est sorti en 1986 et le manga en 2002, ce qui fait que c'était une œuvre inconnue à l'époque. Elle n'aurait pas connu le succès qu'elle a connu au Japon. Pour cette raison, et bien que ce soit une coproduction franco-japonaise, il n'existe pas de version doublée en français, la version originale étant doublée en anglais. Pour finir, La Rose de Versailles a également été adaptée au théâtre par la célèbre troupe Takarazuka. Certains la connaissent peut-être, ou en tout cas une de ses nombreuses allusions, car c'est une troupe qui est exclusivement composée de femmes, même pour les rôles masculins. La Rose de Versailles est adaptée en 1974 par cette troupe et ce fut un succès sans précédent. Vous pouvez trouver quelques extraits sur YouTube ou celui-ci. C'est maintenant l'heure de la conclusion avec ma note qui est de un classique de chez classique sur 20. Si pour vous les shoujo sont synonymes de romance gnangnan fleur bleue entre collégiens ou lycéens, lisez La Rose de Versailles. Si vous pensez qu'un shoujo ne sera jamais à la hauteur d'un shonen, lisez La Rose de Versailles. Si vous voulez découvrir un classique qui a marqué des générations et redéfini un genre, lisez La Rose de Versailles. C'est vrai que l'édition de luxe peut faire peur avec ses 960 pages pour le tome 1, 912 pour le tome 2, 364 pour le tome 3 et 800 pour le tome 4, mais l'histoire est prenante. La relation entre les personnages et la révolution est bien écrite et l'œuvre se lit très bien. Et c'est quand même l'histoire de France, notre histoire. Et ça remonte à longtemps personnellement, mais cours d'histoire sur la Révolution française, donc un petit rappel de temps en temps, même saupoudré de fiction, ça fait du bien. Surtout quand ces événements nous donnent envie de nous plonger plus en détail sur les événements qui se sont vraiment passés à cette période. Voilà qui conclut ce deuxième point culture intégral culte sur La Rose de Versailles. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé, j'ai adopté un format vidéo pour que ce soit plus digeste, comparé au premier point culture intégral culte sur 4.16 qui était uniquement textuel. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, critiques constructives et autres points d'amélioration possibles pour que les prochains épisodes se passent pour le mieux. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau point culture.